Trump provoque le chaos après l'annonce de droits de douane importants sur la quasi-totalité des pays de ce monde. Eh bien, le président américain a semé la panique sur les marchés financiers ce jeudi. Le Nasdaq a abandonné quasiment 6% en séance et plus de 17% de baisse depuis ses plus hauts récents d'il y a tout juste 2 mois. Alors, est-ce que la chute des marchés financiers est déjà terminée ou est-ce que finalement ce n'est que le départ d'une baisse encore très importante des marchés actions? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine « Va-t-il faire écrouler les marchés ?» Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif et qu'il ne constitue en rien un conseil. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux, tout est inscrit sur cette page. Pensez toujours à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de formation, vous avez tout, bien sûr, l'espace membre et l'espace de formation continue gratuit sur le site du podcast de la bourse. Et pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin, nous proposons les accompagnements MTT Trading Premium et MTT Découverte. D'ailleurs, l'offre de lancement devrait se terminer d'ici quelques semaines. Je vous tiendrai au courant. Comme d'habitude, je tiens à remercier chaleureusement les partenaires qui m'accompagnent, bien entendu, dans la création de ces contenus. On attaque avec l'actualité, bien sûr, et le programme de cette vidéo. On parlera, bien entendu, il y aura une grosse partie, je pense, écro-macro, et puis on aura la question de la semaine, question très intéressante, très importante également sur les volumes notamment, et puis on analysera le CAC, le CAC Small, et on passera bien entendu aux actions avec Schneider. On parlera de Total Energy, de Engie, de Danone, de Orange, LVMH, Hermès, Essilor, Biomérieux également. On parlera de Carrefour, FDJ, Morel, Airbus, Soitec, Interparfum, Katana, Alphen, Alstom, Capgemini, Stellantis, Ipsos, Dassault Systèmes, Elior, Energy Group, Théon International, Twax, Kagen, ça cote en Allemagne, là pour le coup, il y a une cotation je crois américaine aussi, mais là on regardera la cotation allemande. Caterpillar, Palantir, Pegasystems, Cisco, Apple, Nike, Nvidia. On parlera du titre à suivre. Bien sûr, ça n'a pas été évident d'en trouver un, vu les circonstances, mais j'en ai quand même trouvé peut-être un. Et enfin, on terminera bien sûr par le screener Trend Following. Je tiens chaleureusement, bien entendu, à vous remercier pour l'ensemble de vos commentaires, de vos réactions, de vos partages aussi et surtout sur les différents réseaux. Comme je le dis souvent, c'est dans ces moments-là, je pense que je suis, du moins je l'espère, le plus utile. C'est là souvent qu'on voit beaucoup de créateurs de contenu disparaître, mais moi je pense que c'est là où je peux éventuellement apporter le plus de choses. Donc voilà, j'essaye, c'est pas toujours facile parce que la semaine a été difficile pour tout le monde, moi y compris, et donc voilà, malgré tout, passer le vendredi matin à préparer la vidéo et à la diffuser,
eh bien, voilà, c'est pas toujours quelque chose qui est, voilà, qu'on a envie de faire forcément, mais voilà, je le fais parce que je trouve que c'est important, et puis parce que je sais que vous aussi, vous êtes toujours au rendez-vous. Donc la meilleure manière, voilà, la meilleure manière eh bien, de m'encourager, entre guillemets, c'est de laisser un petit commentaire, un petit like, et si vous pouvez éventuellement partager autour de vous cette vidéo avec grand plaisir, et merci beaucoup. Allez, on attaque avec donc bien sûr le résumé de la semaine. Je vais en profiter pour activer ma caméra. Donc une semaine, vous l'avez compris, chargée, il y a beaucoup d'actualités. Et le maître mot, avant déjà d'aller plus loin, le maître mot de cette vidéo-là, et je vais essayer de m'y tenir, c'est calme. Du calme, parce que c'est vrai que on le voit notamment au travers des réseaux sociaux, mais pas que, de l'actualité, etc. Il y a énormément de nervosité, parfois même de l'agressivité. Évidemment, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent ces derniers jours, ces dernières semaines. Et donc, forcément, il y a un certain nombre d'investisseurs plus ou moins novices qui, évidemment, en ont pâti. Et donc, en général, et c'est normal, hein, c'est humain, je vais dire, alors c'est pas forcément bien, mais c'est humain, je le comprends. On cherche toujours, bien sûr, à s'en prendre à quelqu'un, à accuser quelqu'un, etc., etc. Donc, voilà. Essayons tous ensemble de faire preuve de calme et d'essayer d'analyser la situation de la manière la plus objective possible. Et surtout, c'est le plus important, d'en tirer un certain nombre de leçons pédagogiques pour essayer, toujours pareil, de s'améliorer quand ce genre de situation reviendra, parce que pour le vivre depuis bien longtemps déjà, ce genre de situation arrive très régulièrement. Trump est une situation supplémentaire. Il y a eu des situations bien plus graves par le passé, et puis les marchés se sont toujours relevés, c'est ce qu'il faut noter aussi. Donc voilà, essayez d'analyser la situation, essayez de comprendre la situation, et essayez toujours d'en tirer des leçons. Donc, je ne passe pas sur tout ce qui est bien sûr cyclicité, je vous le fais d'habitude, tout ce qui est bien sûr saisonnalité, etc. Parce que pour moi, c'est là aussi où il faut bien comprendre que dans ce genre de moments-là, vous pouvez être le meilleur analyste technique, vous pouvez être le meilleur analyste fondamental, vous pouvez être le meilleur économiste au monde. Lorsqu'il y a des événements majeurs, et pour moi, c'en est un, comme d'autres, hein, comme le Covid, comme voilà, une crise de la dette, une crise financière, etc. Lorsque vous êtes là-dedans, encore une fois, toutes les analyses, quelque part, elles tombent à l'eau parce que le marché réagit avec émotion et donc sanctionne immédiatement l'actualité et ne prend pas part finalement au reste des analyses. C'est pour ça que là aussi, il faut avoir l'humilité de reconnaître, et moi je le fais bien volontiers, que vous pouvez être encore une fois le meilleur analyste sur n'importe quel sujet possible. Là, quand un événement comme ça arrive, le Nasdaq fait -6, bon ben voilà, hein, vous pouvez dire j'ai du Google, c'est pas cher, ou vous pouvez dire j'ai voilà, n'importe quelle entreprise, il y a un PER qui est pas cher, ou un taux de croissance qui est élevé, etc. Le marché n'a rien à cirer, il envoie tout à la poubelle, sauf quelques valeurs qu'on verra d'ailleurs dans cette vidéo, sauf quelques valeurs, je pense à Engie, Orange par exemple. Mais voilà, globalement, 95% des valeurs, vous pouvez faire ce que vous voulez, elles partent plus ou moins à la poubelle. Donc voilà, et c'est toujours des moments où, évidemment, toutes celles et ceux qui vous ont dit pendant des mois, voire des années, qu'il fallait faire all-in sur les US, vous expliquent maintenant, une fois que le Nasdaq a perdu 20%, qu'il fallait être extrêmement bien diversifié. Bon, ça c'est toujours pareil. Après la guerre, c'est toujours plus facile de tirer des conclusions. Donc voilà un petit peu, ça c'est pour on va dire l'environnement de manière globale, de manière générale. Évidemment, donc Liberation Day, hein, cette image, elle est quand même incroyable, hein. Trump nous habitue quand même, hein, à des images assez incroyables. On se souvient de la rencontre avec Zelensky il y a quelques semaines. Là, voilà encore une image quand même, je pense, assez incroyable. On se souvient même avant son élection de l'image avec le poing en l'air, etc. Vraiment, pour le coup, on peut aimer, ne pas aimer Trump, mais on est obligé de lui gratifier des images qui resteront très certainement dans l'histoire. Et celle-ci, probablement aussi, fera partie de l'histoire avec voilà, l'application des tarifs, des fameux tarifs.
les droits de douane qui sont appliqués et qui vont venir évidemment pénaliser alors le monde entier probablement, mais même in fine, à court terme du moins, les États-Unis. Et donc on va essayer de faire une analyse de tout ça et de comprendre pourquoi Trump fait ça et, et éventuellement d'expliquer ce qu'il a en tête. Alors, là aussi, je vais faire une précision. C'est pas parce qu'on essaie de décrypter ce que Trump a dans la tête que je l'approuve. Hein. Ça, c'est important aussi de le dire. C'est pas parce qu'on essaie d'expliquer une situation qu'on l'approuve. J'essaye simplement, bon, l'immense majorité d'entre vous l'ont compris, mais il y a encore un ou deux qui ont toujours du mal, qui pensent que parce que j'essaye de me mettre à la place de Trump, que j'essaye de justifier ses choix. En l'occurrence, je pense que ce qu'il est en train de faire, je vais y revenir plus tard, peut marcher, mais est extrêmement dangereux. Alors, juste d'abord expliquer ce qui s'est passé. Donc, libération de D, donc dès le 5 avril, tous les produits entrant aux États-Unis seront donc frappés d'un droit de douane additionnel de 10%. Les surtaxes spécifiques iront jusqu'à 34% pour la Chine, 20% pour l'Union européenne ou encore 46% pour le Vietnam. J'ai repris un article, hein, donc je n'ai pas vérifié évidemment, mais bon, de toute façon, c'est pas énormément d'importance. Je pense également que tout ceci va bouger encore. Donc voilà, mais grosso modo, il taxe un peu tout le monde. Cet acte vise à rapporter donc des centaines de milliards de dollars et à équilibrer les échanges commerciaux. Ça, c'est ce qui est dit par Trump, mais moi, je doute que ça rapporte véritablement des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. Nous verrons. Elle s'ajoute aux droits déjà en place depuis le retour de Trump au pouvoir. Depuis mars, des droits de douane supplémentaires de 25% sont appliqués sur l'acier, l'alu, les voitures et les pièces détachées. Certains produits aussi, bien sûr, chinois, peuvent cumuler jusqu'à 54% de taxes. Trump envisage d'étendre ces mesures à d'autres secteurs comme le cuivre, les semi-conducteurs, d'où la chute récente notamment, ou les produits pharmaceutiques et à des pays achetant du pétrole russe ou vénézuélien. Donc, voilà, Trump n'y va pas avec le dos de la cuillère. Bon, ça pour le coup, on est habitué. Et donc, eh bien, il taxe à tout va, etc. Donc, toute la question est de savoir. Le problème, c'est que vous avez deux analyses. Sur dans les réseaux, enfin, dans les médias et sur les réseaux, vous avez une analyse qui est, j'allais dire, c'est pas péjoratif, hein, mais primaire, c'est-à-dire, bon ben voilà, Trump taxe, ça va rapporter plus d'argent aux États-Unis, ça va nous pénaliser, nous, Européens et reste du monde, et ça va engendrer de l'inflation. Et puis ensuite, vous avez là, ce que j'appelle l'analyse un petit peu plus, voilà, essayer de comprendre, de se mettre surtout à la place de Trump sur ce que lui pense, et potentiellement ce que ça va provoquer. Donc pourquoi Trump agit comme ça? Parce que moi, je pense que ça ne va pas rapporter d'argent, en réalité, du moins à court terme aux États-Unis. Pour moi, Trump, je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, et pour moi, c'est la conséquence de tout ce que je vous explique dans toutes les vidéos précédentes, c'est que Trump, quelque part, livre encore une fois les fameuses deux guerres, donc la guerre, évidemment, Russie-Ukraine, je la mets de côté parce que finalement, c'est presque plus d'actualité, hein, quand on arrive à quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est mis sur le second plan. Par ailleurs, elle est toujours en train de continuer, cette guerre. Et la seconde guerre, c'est la guerre nationale où Trump, et cette photo illustre finalement mes propos, Trump, quelque part, veut mettre la pression à Powell. Pour moi, Trump, et ça aussi, c'est quelque chose que je disais avec un peu de, je dois bien avouer, un peu de complotisme. Avant l'élection de Trump, je disais que lorsque Trump arrivera au pouvoir, il se rendra très certainement compte que les chiffres américains sont beaucoup moins bons que ceux qu'on avait présentés sous Biden. Et je pense que c'est le cas. Je pense que les chiffres économiques présentés à Trump sont pas bons, et ces chiffres-là sont en train d'annoncer tout simplement une stagflation. Alors, qu'est-ce qu'une stagflation? Une stagflation, je vais faire très simple, hein. Évidemment, encore une fois, c'est but pédagogique, et le but c'est que tout le monde à peu près comprenne ce qu'est une stagflation. Une stagflation, c'est une situation économique, si vous voulez, où vous avez une sorte d'inflation résiduelle,
c'est-à-dire que voilà, vous avez quand même les prix qui montent ou la valeur de l'argent, de votre argent qui baisse, peu importe comment on voit les choses. En tout cas, c'est reflété par une augmentation des prix sur les étiquettes de vos supermarchés, en gros. Tout en ayant une croissance extrêmement faible, voire nulle. Donc vous avez les prix qui montent et vous n'avez pas de croissance, donc c'est très handicapant. Et en général, vous avez également, vu qu'il n'y a pas de croissance, vous avez également un chômage qui est assez important. Et c'est un petit peu ce qui semble véritablement se dessiner aux États-Unis. On l'a vu avec des rebonds du chômage. Je crois qu'on est à 4,2 ou 4,3%. On vient de... Alors, j'ai plus les chiffres, mais je ne sais pas si c'est pas 2,5 ou 3%. Bref. Donc, on a eu quand même une augmentation de 50% je crois, du chômage ces derniers mois. Vous avez une croissance américaine, vous l'avez vu aussi, qui a largement baissé et les attentes dans les mois à venir ne sont pas bonnes et vous avez quand même une inflation qui, oui, a bien entendu baissé par rapport à la période post-Covid, mais qui n'est pas arrivée sur les objectifs de la Fed qui étaient de l'ordre de 2%. Et donc, Trump, pour moi, et quand je dis Trump, c'est le gouvernement de Trump, hein, c'est pas Donald Trump, hein, que lui, hein, j'imagine qu'il est, il est conseillé, entre guillemets. Trump, devant cette situation-là, a un raisonnement qui est celui-ci, il se dit, le seul et unique moyen pour un pays comme les États-Unis, eh bien d'éviter cela, de relancer la croissance économique, etc., c'est bien entendu, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on a fait toujours depuis ces 20 dernières années, quoi, on va dire, c'est d'injecter des liquidités. Mais bien entendu, avec une dette aussi stratosphérique que celle des États-Unis, eh bien déjà, injecter des liquidités avec des taux faibles, c'est compliqué, mais alors avec des taux encore élevés, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est mission impossible. Et donc lui, pour moi, il veut pousser Powell, Powell dit, écoute, voilà, écoutez, plutôt, voilà, on a une situation bon, économique aux US, c'est vrai qu'elle n'est pas terrible, mais elle n'est pas catastrophique. Le taux de chômage est contenu, l'inflation, c'est vrai qu'on n'est pas sur les objectifs, mais c'est contenu. Powell dit tout simplement, moi, mon job, il est fait, il n'y a pas de crise majeure, il n'y a pas de risque pour la monnaie, etc. Donc moi, ça me va, je ne bougerai pas d'un iota. Et Trump, évidemment, ça ne lui plaît pas, parce que Trump, il n'a pas envie de passer un mandat de 4 ans où il ne se passe rien aux États-Unis, où il y a du zigzag sur les marchés, ou etc. Donc Trump a un objectif minimum à 4 ans. Il parle d'un renouvellement, mais pour moi, il ne le fera pas, qu'importe, à la limite, c'est un détail, mais pour moi, Trump a une visibilité sur 4 ans et se dit, voilà, si pendant 6 mois, quelque part, je sème le chaos, et donc je provoque quelque part une récession, je vais forcer Jérôme Powell évidemment à baisser les taux et donc ça aura des répercussions également sur les taux bancaires, etc. Et du coup, avec une population notamment américaine qui est très endettée, vous le savez, derrière ça permettra éventuellement de négocier, pourquoi pas, un plan de relance, etc. Moi je pense qu'il a ça en tête, je dis pas que c'est le cas, hein, mais je pense que c'est le cas, je pense que c'est ce qu'il a en tête et qu'il se dit que c'est là finalement la seule quelque part solution pour lui de se sortir de tout ça. Donc, en résumé, c'est ce que j'ai repris le tweet que j'ai mis, je crois que c'était hier. Pourquoi l'augmentation des droits de douane ne va-t-elle probablement pas provoquer d'inflation, contrairement à ce que vous avez pu dire, puisque là encore une fois, l'analyse primaire de la majorité des analystes économiques, créateurs de contenu disent, ben voilà, tout simplement, Trump augmente de 25% les droits de douane, vous allez avoir une inflation qui va être tout de suite de 25%. Tous les prix vont augmenter de 25%. Ben, pour moi, non, parce qu'en fait, ce que Trump veut, c'est pas augmenter, c'est pas provoquer de l'inflation. Trump, ce qu'il veut, c'est tuer la demande. Pour moi, là, il est en train de dire, je veux provoquer une récession, tuer la demande, et donc, évidemment, voilà, tu auras... Il y aura très certainement une inflation, ce que je veux dire sur le papier, c'est-à-dire que oui, les prix affichés vont tout de suite augmenter, c'est vrai, mais ça va être très temporaire parce que, eh bien, évidemment, la consommation va fortement ralentir et va venir écraser cet effet inflationniste. Donc voilà, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Si vous êtes habitué, je sais pas moi, à manger, je sais pas moi, du saumon fumé une fois par semaine, et que vous voyez que le prix du saumon fumé a été multiplié par 5, ben vous arrêtez d'en consommer. Voilà, ben c'est la même chose évidemment pour les produits sur lesquels il va appliquer les droits de douane. Pour moi, ça va écraser absolument la consommation.
Donc, je pense également qu'il va se servir aussi de ça. Pour moi, il resserre la vis, il veut provoquer, c'est sa volonté, hein, il veut provoquer pour moi une récession éclair et donc forcer Jérôme Powell à baisser les taux. Et donc, ce que je disais, pour tout vous dire, je pense même que ces droits de douane sont très transitoires et qu'une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut, hein, eh bien, tout simplement, ils seront probablement supprimés et ça donnera un élan supplémentaire, là aussi, pour la relance, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On le voit, voilà, hein, là, la seule manière de provoquer une récession, eh bien, enfin, une des manières de provoquer une récession, vous savez, hein, je vous le dis depuis longtemps, l'indicateur principal que je regarde, c'est le taux de chômage. Et donc, le taux de chômage, voilà, on a eu des rebonds. Et pour moi, à partir du moment où on va avoir du chômage qui va être extrêmement, qui va repartir à la hausse, on aura derrière une récession. Alors, est-ce que ça fait de moi un fan de Trump? Est-ce que, c'est la question qui m'a été posée, qui a été reformulée d'ailleurs, parce que la première question je ne l'aimais pas trop, mais la seconde a été mieux reformulée. Est-ce que je pense que ça va marcher? Est-ce que je pense que le plan de Trump va marcher? Je pense que c'est probable, oui. Je pense que c'est probable. Je pense que le plan de Trump peut marcher. Par contre, évidemment, humainement, c'est détestable parce que ça veut dire qu'il a conscience, si tout cela est vrai, et si véritablement ce que je pense est vrai et que c'est vraiment ce qu'il y a dans la tête de Trump, ça veut dire qu'il a conscience qu'il peut potentiellement pendant des mois mettre des gens au chômage et des centaines de milliers de citoyens américains. Donc pour moi, ça veut dire que en termes d'humanité, quand même, c'est plus qu'au moyen. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc moi, voilà, c'est difficile pour moi d'approuver ce genre de choses, forcément. Maintenant, oui, ça peut marcher. Oui, bien sûr, ça peut marcher. Et l'histoire nous a appris que l'injection de liquidité marchait très bien pour relancer les économies, notamment les économies occidentales. Parce qu'on n'est plus capable aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, et je pense qu'on va l'être de moins en moins. On est beaucoup moins capable de créer de la croissance économique générale dans les pays occidentaux. La baisse de la démographie, etc., va venir certainement accentuer ça dans les dizaines d'années à venir. Bon, ça c'est notre sujet. Donc voilà, est-ce que ça peut marcher? Oui. Est-ce que c'est détestable humainement? Oui. Pour moi, oui. Est-ce que ça peut échouer? Oui aussi, parce que ça peut être un risque énorme, en ce sens que, comme je le disais, ça a toujours marché, mais la dette américaine n'a jamais été aussi élevée. Donc il y a un véritable risque, ça c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est que il provoque évidemment aussi, et ça j'en parlais l'année dernière, et on me prenait pour un fou aussi quand j'en parlais, mais je disais que probablement que les autres pays hors États-Unis allaient devenir plus forts et allaient peut-être, il y aurait certainement des choses qui, j'avais pas pensé à ça évidemment, c'était difficile de l'anticiper, mais je disais il y aura des éléments qui vont certainement déclencher une solidarité des pays hors US, pourquoi pas même une Union européenne plus forte, une nouvelle vision. Bon, il va falloir peut-être changer de gouvernance, c'est vrai, mais peut-être que ça arrivera. Donc ça aussi, peut-être que Trump n'a pas mesuré la capacité des autres pays qui jusque-là sont très faibles, mais peut-être qu'il n'a pas mesuré la capacité de ces pays-là de pouvoir enfin s'unir devant des projets forts. Donc voilà, ce sont les raisons qui peuvent faire que ça échoue. Et il y a une autre raison également, c'est que pour que ça marche, il faudrait une récession éclair aux États-Unis. Sauf qu'une récession éclair, c'est extrêmement difficile. Une récession, on sait quand est-ce qu'on y rentre et c'est toujours très difficile. C'est facile entre guillemets facile de provoquer une récession quand on a du pouvoir. Par contre, c'est pas toujours évident d'en sortir. Donc attention là aussi. J'espère du moins que Trump ne va tout simplement pas, effectivement, ne sous-estime pas effectivement voilà, la capacité de cette récession à durer beaucoup plus longtemps que ce qu'il imagine. Voilà un peu ce que je pense de manière générale. Alors vous voyez, encore une fois, je justifie en rien les agissements de Donald Trump, j'explique simplement sa vision des choses. Tout ceci, bien évidemment, a été aussi un événement déclencheur, car, vous le savez, c'est toujours la même chose, nous avions des valorisations qui étaient très élevées aux États-Unis, et donc c'est un prétexte pour corriger ces valorisations. Alors là aussi, c'est très rigolo, c'est-à-dire que tous les mecs qui investissaient aux États-Unis en disant
mais les PER sont très élevés, mais on s'en fout du PER, de toute façon, il n'y a que les États-Unis, etc., sont en train de justifier l'achat de leurs actions à des prix stratosphériques en disant, ben ouais, mais si quelque part je me fais massacrer aujourd'hui, c'est à cause de Trump. Ouais, c'est à cause de Trump, mais Trump n'est qu'un élément qui a fait que les valorisations sont corrigées comme ça a toujours existé dans l'histoire. C'est un déclencheur. Lorsqu'on paye des valorisations excessives, malheureusement, un jour ou l'autre, eh bien, on le paye justement également très cher. Donc voilà, c'est extrêmement, vous le savez, ça aussi je voulais beaucoup répéter, hein, donc voilà, là aussi, souvent j'ai eu des messages là-dessus. Je vous disais que pour moi, les probabilités d'une récession aux États-Unis étaient toujours présentes et que tant qu'on ne passerait pas le milieu de l'année 2025, sereinement, eh bien, ce risque de récession ne serait pas écarté. Bon, on est au mois d'avril, vous voyez, et les probabilités d'une récession aux États-Unis ont largement augmenté puisqu'elles sont passées de 10-15% à plus de 30% pour certains. Donc voilà, 35% même. Donc là aussi, pour moi, les risques sont, encore une fois, très élevés d'une récession aux États-Unis. Et là aussi, souvenez-vous ce que je vous avais dit par rapport au taux, notamment obligataire, au taux à 10 ans. Souvenez-vous, il y a beaucoup de gens qui disaient, ben voilà, il faut que les taux baissent, et lorsque les taux baisseront, puisque les taux ne faisaient qu'augmenter, notamment aux États-Unis, ces derniers mois, eh bien, beaucoup disaient, voilà, pour que les marchés montent, il faut que le taux obligataire à 10 ans baisse. Et moi, j'expliquais le contraire. Je disais, le jour où l'obligataire à 10 ans américain baissera, ce sera une mauvaise nouvelle pour les marchés. Et vous avez vu cette semaine, le taux à 10 ans a perdu 9% aux États-Unis. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Parce que tout simplement, le marché price en fait un ralentissement. Donc, qui dit ralentissement dit potentiellement voilà, baisse de taux, etc., etc. Donc, c'est ce que est en train de pricer effectivement le marché. Dans la même veine, vous avez également le pétrole. Là aussi, on en avait parlé sur le pétrole. Le pétrole est dans une sorte de biseau descendant avec ces derniers mois plutôt un range de prix entre les 65 $ et on va dire les 75-80 $. Et j'expliquais que tant que nous étions effectivement dans ce range de prix, bien le marché voilà, satisfaisait. Au-dessus des 80 $, le marché pricerait une hyperinflation, etc., qui serait de toute façon pour moi récessive. Mais en revanche, si avant il passait sous les 65 $, il pricerait tout de suite potentiellement une récession, en tout cas un ralentissement fort de l'économie américaine, mais même mondiale. Et donc, vous l'avez vu, on a eu une baisse, chute forte également le jour même de l'annonce de Trump. On a eu une chute très importante du pétrole qui a perdu, je crois, 7%, quelque chose comme ça, et qui est revenu sur les niveaux, je crois, justement, des 65 $, 65 ou 68 $, je sais plus. Enfin, voilà. Et on est sur un support extrêmement important sur le pétrole, donc ça, c'est à surveiller également. Vous avez également l'argent sur lequel je suis toujours, et j'étais extrêmement bullish depuis 2 ans. Hein. Il a fait une progression fantastique, hein, le silver, qui a beaucoup corrigé aussi, comparé à l'or. Pourquoi? Parce que le silver est aussi une matière première utilisée pour l'économie mondiale, contrairement à l'or qui est beaucoup moins utilisé dans l'économie. Mais le silver, lui, a beaucoup corrigé à cause de ça. Voilà. Certains me demandaient pourquoi le silver corrigeait. C'est une des explications de la correction du silver. Donc voilà les amis, j'ai pris beaucoup de temps sur cette première partie. Encore une fois, beaucoup de calme. Voilà. Calme, c'est toujours la même chose, je vois beaucoup d'affolement, je vois beaucoup de gens qui arrêtent de leur stratégie, qui se mettent tout à coup, après être à des moins 20, moins 30, moins 40 sur certaines valeurs, qui se mettent à vendre, etc. etc. Donc là aussi, il faut en tirer les conclusions et se dire, en fait, si j'ai investi sur cette valeur, c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que j'y croyais? Est-ce parce que voilà, j'ai suivi une analyse qui n'était pas la bonne? Bon, voilà, il faut toujours se dire, c'est ce que j'ai beaucoup martelé, notamment sur les actions US, vous le savez déjà tout l'année dernière, c'est qu'il y a certaines valorisations qui étaient beaucoup trop élevées. Voilà, même des Google, même des Amazon, même des Nvidia qui sont des valeurs fabuleuses, on a beaucoup répété ici que les valorisations étaient trop élevées. Voilà, donc vous avez beau acheter la plus belle action au monde, quand c'est trop cher, et malheureusement quand
tout le monde est beau, tout le monde est gentil, que tout le monde est content, votre valorisation, elle n'est pas très importante, mais tout à coup, eh bien, lorsque vous avez un marché qui est beaucoup plus exigeant, eh bien, vous avez des corrections massives. Et là aussi, les pondérations, on a beaucoup parlé, vous le savez, ici même, des pondérations qui étaient anormalement élevées sur certaines valeurs dans les indices. Et là aussi, c'est là où vous dites, ah ouais, finalement, mon tracker monde, il n'est pas si bien diversifié que ça. Ah ouais, mon S&P 500, il n'est pas si bien diversifié que ça. Et j'ai fait la semaine dernière une petite chronique vidéo, vous l'avez vu, où j'explique ça. Donc là aussi, c'est là où il faut faire attention. Alors nous, alors, je vais pas dire content parce que pour le coup, j'aurais presque préféré ne pas le sortir à ce moment-là. Vous le savez, à la table des investisseurs, on vous offre gratuitement la possibilité de répliquer un portefeuille qui s'appelle le portefeuille Forteresse. On l'a lancé avec mon ami Argo Nuit sur les réseaux. On l'a lancé le 5 novembre. Donc au 1er avril, voilà, je vais être transparent avec vous, au 1er avril il était à plus 2,99, là avec la baisse qu'il y a eu depuis 3 jours, on est à 0. Voilà. Mais le Nasdaq à côté fait moins 18 depuis le 5 novembre, donc, ou moins 17, je sais plus. Donc voilà, donc on est extrêmement content parce qu'effectivement, dans ce genre de circonstances, ce portefeuille-là est extrêmement résilient, c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc je rappelle que ce portefeuille est 100% réplicable gratuitement via bien sûr Trade Republic. On ne prend que des ETF et des actifs qui sont disponibles chez Trade Republic et il suffit tout simplement de vous inscrire à la table des investisseurs qui est en lien bien sûr dans les commentaires et vous pouvez bien sûr accéder directement. Vous recevez un premier mail dans toute la construction et après tous les mois on fait le suivi. Avec Max, avec Argo Nuit, on fait le suivi. D'ailleurs, le suivi du mois d'avril, arrêté au 1er avril, je crois que c'est lundi ou mardi, je sais plus, que lundi, je crois, que nous vous l'enverrons. Voilà, un petit peu, je crois avoir été assez complet sur toute cette première partie. Je crois l'avoir fait dans le plus grand calme, même si des fois on a envie aussi de bondir, mais je crois l'avoir fait dans le plus grand calme, donc je suis assez content de moi, je suis assez fier de moi pour le coup. Et donc on peut donc passer à la deuxième partie qui est la question de la semaine, donc partie plus technique et question extrêmement importante et intéressante de Trabzor. Salut, je sais que tu trades les actions dont les échanges journaliers sont supérieurs à 1 million d'euros, volume fois cours, très intéressant ce qu'il a mis entre parenthèses. Et j'aurais aimé savoir s'il y a un volume journalier minimum en swing, nombre de contrats échangés. Hâte de voir la vidéo de demain. Donc merci beaucoup pour cette question qui est très intéressante, surtout très intéressante pour les gens qui débutent notamment. Donc j'ai essayé de préparer quelque chose, toujours dans la simplicité. Voilà. Moi je suis pas là pour faire le malin et vous mettre des trucs très compliqués pour dire j'ai beaucoup de connaissances. Je préfère essayer de faire les choses de manière très très simple et surtout le plus efficace possible. Donc les volumes. Les volumes en bourse, c'est quoi? Les volumes en bourse, c'est le nombre d'actions ou de contrats échangés sur une période. Ils reflètent l'activité, la liquidité et la force d'un mouvement de prix. Bon, le volume, c'est un échange. Voilà. Retenez ça, le volume, c'est un échange. Quand il y a beaucoup de gens, et notamment des débutants, qui disent, qui parfois se trompent en disant le volume, quand il y a du volume, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Non, pas forcément. Ça veut dire qu'il y a autant d'acheteurs qu'autant de vendeurs, mais il y a beaucoup d'échanges entre les deux. C'est ça que ça veut dire le volume. Donc attention de ne pas croire que parce qu'il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup d'acheteurs. Beaucoup de gens se trompent, font l'erreur là-dessus. Ça, c'est très important. Comment est représenté le volume? Il est représenté voilà, par des petites barres, et à droite, vous avez effectivement par barre, la dernière barre, et vous avez le montant ici, voilà, 700, 600 euros, 786 827 euros, si c'est un graphique journalier, sur le volume journalier. Voilà, c'est extrêmement facile. D'ailleurs, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué. Alors, moi, à titre personnel, je n'utilise pas les volumes, j'utilise le capital échangé, vous allez comprendre. Pourquoi? C'est exactement la même chose, donc vous allez obtenir exactement les mêmes petites barres, puisque vous avez effectivement les volumes qui sont ici, et le capital échangé qui est ici. Donc on le voit bien, les barres sont strictement les mêmes. La seule chose qui change, d'ailleurs j'ai fait une erreur juste avant, je vous ai dit ça c'est 786 000 euros, mais en réalité ça c'est 786 000 titres échangés.
C'est là où la différence se fait entre le volume et le capital échangé. C'est que le volume, donc, c'est le nombre de titres échangés, et le capital échangé, c'est le capital échangé en euros ou en dollars. D'accord? Et donc, effectivement, et c'est ce qu'avait été précisé dans la question entre parenthèses, le capital échangé, c'est le volume multiplié par le cours en euros ou en dollars, d'accord? Et donc pour moi, c'est beaucoup plus parlant d'avoir un échange journalier en euros, par exemple, qu'un nombre de titres. Parce que le nombre de titres, bon, selon si vous avez un titre à 1 centime d'euro ou à 100 euros, vous avez, voilà, le nombre va évidemment varier. Donc moi, je préfère effectivement, et j'utilise effectivement le capital échangé et non pas les volumes. Bon, premier élément. Donc, je vous invite donc à utiliser plutôt le capital échangé. Donc, le capital échangé correspond donc à la valeur monétaire totale des titres échangés calculée en multipliant, donc c'est ce que était dit donc dans la question, le volume par le prix. À titre personnel, j'utilise une moyenne mobile. J'utilise une moyenne mobile 20, mais vous pouvez utiliser la 50 si vous voulez un petit peu plus voilà, avoir un horizon de temps un petit peu plus long, tout simplement pour avoir un volume d'échange moyen sur effectivement 20 ou 50 périodes. Et donc c'est ce petit trait bleu là, cette petite vague bleue. Et donc vous avez ici le volume moyen, là en l'occurrence c'était 9 534 000 euros en moyenne échangée. Voilà. Parce que je préfère une moyenne. Une journée, vous voyez, vous pouvez avoir des gros pics, et ça peut évidemment être relativement faussé par rapport à ce qu'il se fait habituellement sur le titre que vous regardez. Ok? Donc, deux exemples. Un exemple de titre évidemment très liquide et un beaucoup moins. Apple, ben, voilà, un des titres les plus liquides au monde, bien entendu. Donc là, vous avez voilà, le volume moyen sur 20 jours. Vous avez ici 11 milliards 450 millions de dollars échangés. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de sujet, hein, vous imaginez bien, c'est très liquide. Et à l'inverse, j'ai pris un petit titre, qui est un titre d'ailleurs pas mal fondamentalement, mais qui est un petit titre, Itlink, un titre français, où là, en revanche, vous avez ici, on le voit, la moyenne. Donc là, sur le volume journalier est en rouge, 15 941, et la moyenne sur 20 jours, c'est plutôt 46 286. Pensez bien à afficher l'unité de temps journalière, puisque sinon, si vous mettez hebdo, évidemment, ça s'applique sur de l'hebdo. Donc en journalier, hein, toujours, ok? Donc, je vous propose, ce n'est pas parfait, évidemment qu'il faut toujours, si vous avez la capacité, mais là je m'adresse aux débutants, si vous avez la capacité, il faut rentrer dans le carnet d'ordre, hein, de toute façon, hein, pour bien avoir une réalité de la liquidité. Mais si voilà, vous êtes très débutant et que vous voulez avoir une manière simple de pouvoir trier les actions que vous pouvez trader ou pas, ou acheter ou pas, et que vous n'avez pas forcément accès au carnet d'ordre, que vous n'avez pas envie, ou que vous n'avez pas encore les compétences pour, je vous propose un calcul très simple à appliquer, encore une fois qui n'est pas parfait, mais voilà, qui va quand même vous enlever beaucoup de maux de tête, tout simplement de ne pas dépasser 1% du capital journalier moyen échangé. Sur 20 ou sur 50 jours, c'est vous qui choisissez. Je vous donne un exemple très simple, vous allez voir, encore une fois, c'est très simple, c'est maximum. Hein. Voilà, on prend un titre par exemple, Katana. Voilà, Katana actuellement, alors par le passé ça a été beaucoup plus liquide, malheureusement c'est devenu une action de moins en moins liquide, mais Katana, vous voyez par exemple, vous avez un volume moyen journalier qui est de 159 538 euros. Ok, ça c'est le volume moyen là sur les 20 derniers jours. Et bien tout simplement, vous prenez donc 1% maximum et ça vous donne à peu près voilà, le montant que vous pouvez entre guillemets investir sans trop faire attention. Évidemment, plus ça va être petit, plus il va falloir faire gaffe, hein. Mais sans trop faire attention. Donc, par exemple, voilà, calcul assez simple, Katana, 159 000 euros échangés par jour en moyenne. Ça veut dire qu'il faut éviter de dépasser les 1500 euros. Voilà. Et 1500 euros, même 1500 euros, idéalement, bien entendu, je le répète, il faut, si vous pouvez, aller voir le carnet d'ordre. Voilà. Donc, voilà. Maximum, et vraiment grand maximum. Hein. Si vous voulez pas regarder, voilà. Il ne faut pas dépasser pour moi les 1% de capital échangé par jour pour être à peu près tranquille et pas trop rester piégé lors potentiellement d'une chute un peu plus importante. Voilà, donc un calcul, vous voyez, extrêmement simple pour répondre à la question, mais pour le coup assez efficace. Pas parfait, encore une fois, je me répète, pas parfait. Idéalement, il vaut mieux avoir conscience de ce qui se passe dans un carnet d'ordre pour pouvoir éviter des spreads importants, mais globalement, effectivement, c'est plutôt quelque chose
qui est voilà, qui peut permettre déjà de filtrer pas mal eh bien, vos choix d'investissement. On passe donc à l'analyse eh bien, des indices et donc on commence bien entendu par l'analyse du CAC 40. Donc le CAC, eh bien nous en sommes là. Alors je vais peut-être d'abord dézoomer. Donc intéressant hein, ce qui est en train de se passer pour le coup techniquement. Et c'est un moment clé. Hein. C'est un moment clé. Donc on est revenu bien sûr eh bien, sous la moyenne mobile effectivement à 10 mois, sous toutes les moyennes mobiles hein, également à 10 semaines et à 10 jours bien entendu. Et on revient pour la 1, 2, 3, 4, on peut dire 5, 6e fois sur le fameux support oblique de long terme, qui pour moi est un support oblique d'un biseau ascendant. Et effectivement, les probabilités que ce biseau descendant pète par le bas sont importantes. Le scénario principal que nous avions, c'était plutôt que l'on ait quelque chose comme ça avant de faire ça. Mais pour le moment, c'est pas le scénario qui est envisagé. Ça ne veut pas dire que le scénario est totalement mort. Mais par contre, ça veut dire que c'est vrai, il faut réagir dès maintenant. Dès maintenant, car on est sur une zone hyper importante. On est venu combler, bah tiens, au moment où on se parle, au point près le gap haussier du 16 janvier. Donc ben voilà, je vais le fermer. Ce support-là, donc si vous voulez, voilà, rétrospective quand même, hein, donc on avait cet élan haussier, on avait une très très belle construction pour moi, mais voilà, devant tout ce qui s'est passé, vous avez la cassure par le bas, pullback et derrière de la vente. Donc cette figure-là, bah, vous pouvez la supprimer, malheureusement. Même ça, on peut le supprimer. Et donc nous en sommes là. Il y a deux pour moi, schémas possibles, du moins à privilégier maintenant. Donc pour le moment, je dis bien pour le moment, on est toujours pour moi sur une phase haussière de moyen terme, d'accord? Pour moi, c'est toujours une tendance haussière, d'accord? La tendance haussière de court terme, effectivement, elle est caduque, mais en revanche, on est toujours haussier sur du moyen terme. Maintenant, il faut réagir ici. Donc vous avez bien entendu là aussi un support qui est là, vous avez, hop là, je vais mieux le tracer, vous avez un support qui est là, etc. Bon, c'est vraiment, vraiment pour moi un peu le dernier support. Alors il y en aura d'autres évidemment après, mais pour moi, pour garder la dynamique, si vous voulez, il faut vraiment réagir ici, quoi. Et donc, le scénario positif, ce serait quelque part que l'on ait quelque chose comme ça, voilà, avec potentiellement derrière, voilà. Ça c'est le scénario positif. Scénario négatif, on ne tient pas cette zone, c'est-à-dire on pète ça, on fait un pullback, on fait une congestion là. Et là, il faudra être extrêmement vigilant, en effet, parce que là, on sera probablement en train de construire une nouvelle attaque baissière. D'accord? Donc, évidemment, 99% des gens qui me regardent ont très bien compris ce que je veux dire, donc je vais répondre aux 1% qui n'ont pas trop l'habitude, visiblement, de faire de la bourse, qui vont me dire, bah en gros, tu es en train de nous expliquer que où ça va monter, où ça va baisser. Déjà, je vais leur répondre que l'analyse technique n'est en aucun cas un outil qui permet de prédire l'avenir. Donc, ni moi, ni personne n'est capable de savoir si ça va monter ou ça va baisser. En revanche, l'analyse technique permet d'étudier les comportements psychologiques. Et donc, en fonction des comportements psychologiques et notamment des constructions sur des niveaux clés, vous pouvez arriver à déterminer des ratios gain-risque intéressants pour pouvoir jouer effectivement des hausses ou des baisses. Et donc, en effet, là, nous sommes sur un niveau clé. Donc, soit ce niveau clé, effectivement, fait la congestion tout de suite. À partir de là, la semaine prochaine, on a une réduction de volatilité. Et derrière, cette réduction de volatilité casse par le haut. Et là, pour moi, on reviendra. Donc, déjà combler les différents gaps, voire peut-être même au 8002. En revanche, si là, on continue de baisser début de semaine prochaine et que, après, pendant une semaine à 10 jours, on a une congestion sous le niveau des 7004, là, il faudra être extrêmement vigilant parce que ça aura été qu'une première attaque baissière et derrière on aura très certainement un mouvement d'ampleur qui sera beaucoup plus important et pour moi on commencera la correction du très grand mouvement que nous avons démarré sur les plus bas Covid. Ça voudra dire très certainement revenir sur les 6005, voire peut-être revenir sur les 6000, qui est, je vous le rappelle, depuis des années désormais, la zone que j'attends pour du très long terme. Parce que pour moi, ce mouvement-là, vous le savez, finira de toute façon par corriger. D'accord ?
pour moi, nous sommes évidemment sur un très très grand canal haussier, nous sommes sur le haut du canal haussier. Donc pour moi, revenir à minima sur le milieu, c'est quelque chose qui va arriver. D'accord? Maintenant, ça peut prendre des mois, des années. Et encore une fois, nous, on trade. Donc quand il y a des mouvements qui sont même court terme positifs, eh bien effectivement, on essaie de les accompagner. Ok? Voilà. Je pense que c'est assez clair ce que je décris. On va faire le suivi, bien évidemment, également toute la semaine, il n'y a pas de souci. Alors, le CAC Small, lui, alors c'était tout le paradoxe aussi, hein, c'est que lui, finalement, pareil, il a bien construit. Donc, il était, on l'avait dit dans la construction ici, on avait dit, voilà, ce qu'on attend nous ici, c'est la cassure des 11007, la congestion et derrière la relance. Bon, ben, cette congestion, elle aussi, vous voyez, elle a cassé par le bas. C'est comme ça. Et derrière, on fait désormais le pullback. Voilà, pullback qu'il faut. Je nettoie tout ça maintenant. Hop, voilà, je nettoie tout. Voilà. Hop, on a la moyenne mobile. Voilà, on fait le pullback sur cette zone-là. Voilà, alors après, tout dépend comment on le trace. On s'en fiche, encore une fois, c'est pas très important. On n'est pas, au trait crayon près. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que là aussi, on est sur un point très important. Et c'est le moment de réagir sur le CAC Small. Si on ne réagit pas là, si on commence à réintégrer les 10 007, là, on sera véritablement en danger. Et les probabilités de revenir sur les 9005, voire même beaucoup plus bas, puisque je vous rappelle que là aussi, on est dans une sorte de canal. Donc revenir à proximité de cette zone-là seront extrêmement importantes. Mais là, ça voudra dire effectivement que le marché capitule. Et on aura très certainement des choses beaucoup plus graves. C'est pas mon scénario privilégié, je préfère vous le dire. Hein. Moi, je pense que c'est pas encore mort. Je pense qu'on va avoir la capacité aussi de rebondir, de construire, etc. Maintenant, c'est sûr que si Donald Trump augmente ses droits de douane de 20% tous les jours, ça va être compliqué. Ok. Donc voilà un petit peu pour l'état des lieux. Donc vous voyez, c'est pas réjouissant quand même. Hein. C'est pas réjouissant. Donc voilà, on passe aux actions. Et donc on passe, on va aller assez vite hein, sur les actions parce qu'évidemment quand il y a de telles chutes, c'est très difficile, à part quelques zones d'opportunité, c'est très difficile d'avoir des zones. Alors Schneider pour moi, hein, j'ai pas changé mon analyse passée, je pense qu'on a la capacité d'aller encore beaucoup plus bas. Par contre il y aura une très belle opportunité, une première opportunité, il y en aura d'autres, hein, je vous donnerai les autres zones, pensez toujours à rentrer en plusieurs fois. Mais Schneider Electric, clairement, la zone des 165 à 180 sera une très belle zone. Voilà, pour du trading, il n'y a rien à faire. Il y aura des rebonds à jouer sur les 190, mais globalement, je pense qu'il faut, il faut rester plutôt sur le côté sur Schneider. Total Energy qui a été quand même très résiliente. Très très résiliente, Total Energy, malgré tout. Donc, évidemment, malgré tout, hein, elle souffre, hein, c'est sûr, hein, que lorsque les marchés s'écroulent. Notamment américain, bon, ben, souffre aussi, mais voilà, je trouve que pour le moment la baisse est contenue. Pour le moment, tant qu'on tient voilà, toute cette zone-là, la zone des 54, eh bien c'est plutôt pas mal. Donc on verra si elle revient ici dans la zone des 50, ça peut être une opportunité d'accumuler, voire la zone des 45. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la lettre mensuelle, hein, il y avait une vidéo également gestion privée que je vous recommande, je vous la mettrai si vous voulez en description, sur un produit structuré à 10% par an sur Total, avec un capital garanti, je crois, à plus de 50%. Donc très intéressant, allez voir cette vidéo, vous allez voir, elle est cool pour ceux qui aiment le titre Total Énergie et qui veulent voilà, diversifier leur patrimoine, ça peut être un produit extrêmement intéressant. Donc voilà, pour Total Énergie, pour moi, effectivement, bon, il y a la correction comme tout, hein, comme quasiment toutes les valeurs qu'on va voir, à quelques exceptions près qui vont venir tout de suite d'ailleurs, mais sinon, globalement, c'est de la correction. Engie, voilà, une des rares satisfactions pour nous voilà, ces dernières semaines, c'est Engie donc, puisque Engie, hein, naturellement, poursuit effectivement sa hausse. Je vous l'avais dit, c'est une de mes convictions sur ce début d'année 2025, et elle a plutôt bien confirmé, donc voilà, surtout dans un tel contexte de marché. Maintenant, voilà, il y a des objectifs qui sont par là, aux alentours des 20, faites attention quand même. Mais voilà, on a quand même bien validé la cassure. Nous, un des rares swings ces derniers temps qui tient bien sur le salon.
NG, donc on a pris à la, bon, toujours pareil, vous connaissez la stratégie, je vous l'avais partagé je crois d'ailleurs, celle-ci sur la vidéo hebdo, mais voilà, réduction de volatilité, on a pris la cassure, donc voilà, on accompagne, là pour le moment il y a un gain, si on se fait stopper à plus 6, le gain latent il est même un petit peu plus haut, à plus 8 et des bananes. Donc voilà, on accompagne, mais ouais, pour le moment, on est plutôt content sur ce trade-là. Si vous n'en avez pas, ben effectivement, toujours la même chose, hein, vous attendez comme là une réduction de volatilité pour vouer une poursuite éventuelle de la hausse. Danone également, Danone, on l'a analysé il y a 1 an et demi avec l'équipe Ibou hein, sur leur chaîne. Et vous le savez, on était bullish là-dessus. On en a beaucoup parlé de cette action. On en a beaucoup parlé. Ça faisait un petit moment hein, qu'on n'avait pas parlé. On avait beaucoup parlé dans la congestion ici, la congestion là. Et là également, on avait tracé ça et vous avez dit voilà, la cassure, vous mettez un stop dessous et derrière, vous accompagnez le mouvement. Donc c'est vraiment très intéressant. Évidemment, c'est très. On arrive hein, sur l'objectif. Hein, pour moi, un peu pas final, mais presque 75 euros. Donc voilà, très résiliente, Danone. Pour moi, c'est plus le moment. Hein. Pour moi, investissement comme trading, c'est plus le moment. Vous voyez ce genre de réduction de volat là, très intéressant. Pour moi, investissement comme trading. Danone, maintenant, je laisserai sur le côté. On en a suffisamment parlé par le passé. Là, c'est plus forcément approprié. Orange, donc également, hein, qui a très très bien performé. On avait parlé sur la zone, souvenez-vous. Alors, on va vous la mettre en... C'est de l'hebdo, je sais plus. Ouais. Voilà, on avait fait l'analyse. Donc on parlait de cette oblique baissière, on parlait des 2 zones d'accumulation, c'est là aussi où toujours très intéressant de tracer des zones. On avait parlé de la zone des 9 euros, on a vu, on a fait le point bas sur le point bas c'était 9,36 €, on parlait de la zone des 9 euros, voilà. Donc vraiment l'analyse technique pour le coup elle était très pertinente et on avait prévu un renfort ici évidemment qui n'a pas été touché. Mais c'est pas grave, même si vous avez une demi-position, si vous avez accumulé là, bah derrière vous avez une performance de 30%, donc c'est très intéressant. On a quand même un signal de retournement de long terme hein, pour Orange, même si pour moi on arrive quand même sur des, sur des objectifs. Donc maintenant toute la question est de savoir si Orange va avoir la capacité de congestionner. Il y avait en daily hein, des points d'entrée je crois, qui étaient pas mal. Voilà, il y avait notamment ce point d'entrée là, la cassure, même si c'était pas très propre, mais il y avait une petite réduction de volatilité qui était assez intéressante. Il y avait celle-ci qu'on avait proposée également, je crois que c'était sur le salon. Voilà, belle réduction de volatilité et derrière il y a un beau mouvement qui s'en est poursuivi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, bon, voilà, tant que c'est haussier, il ne faut pas trop bouger. LVMH dans le dur, hein. Dans le dur, il y a fort à parier qu'on est en train de se diriger vers l'oblique de très long terme. Je vais vous la mettre en. Est-ce que je l'avais mis en hebdo? Ouais. Je vais la mettre en hebdo. Bon, ben on est en train de. Ça fait longtemps qu'on attend cette zone-là. Hein. On est en train de s'y rapprocher. Donc là aussi, ne pas remettre que même si on vient là, prévoyez un renfort. Prévoyez un renfort parce que la zone des 500, ouais, ce sera une belle zone, mais on peut aller plus bas et on verra pour aller plus bas. Peut-être qu'il y a la zone des 300 qui peut être aussi une belle zone si jamais le marché part un petit peu en cacahuète, comme je peux l'exprimer de temps en temps. Donc voilà, cette zone-là, première zone qui peut être intéressante, le support oblique, et on verra un petit peu plus bas, un petit peu plus tard. Trading, vous l'avez vu quand on voit ce genre de choses. Il n'y a pas grand chose à espérer. Hermès, pareil, je vous avais dit, attention, on est sur des excès, il faut faire gaffe, ça n'a pas loupé. Regardez derrière un petit peu la correction. Et moins 20, donc ça rigole pas. Il y a 2 zones, j'ai toujours les mêmes. Celle-ci, première zone pour les plus agressifs. Donc pourquoi pas la zone des 1006 à 1007. Et après, on verra pour aller chercher le support oblique. Ok. Et Silor, pareil, on en a beaucoup parlé. Silor, j'avais dit n'y allez plus, c'est terminé, le mouvement est passé. Et derrière, voilà, on l'a bien vu, derrière c'est une correction de 18%. Donc là aussi, faut faire extrêmement attention. Je me mets sur des graphes hebdo parce que si vous voulez, voilà, on peut s'amuser à mettre en graphe journalier, mais regardez un peu les graphes journaliers, comment vous voulez voilà, qu'on fasse une analyse claire, propre. Voilà, il y aura certainement du rebond dans cette zone-là, qui est la zone de friction, comme j'aime à l'appeler, plus MM200, il y aura certainement du rebond technique à jouer pour les traders, mais pour les investisseurs, pour moi, on est loin encore. On est loin encore, donc pour les investisseurs, vous avez ce support oblique-là, on verra où il se situe, d'ailleurs vous avez la M200 hebdo qui va venir là, et ensuite vous avez un autre support oblique de plus long terme, donc là aussi, nous verrons s'il y a une chute supplémentaire. Donc prévoir voilà, aux alentours des 210 et aux alentours des, je sais pas, on verra en fonction de la vitesse de la baisse, mais peut-être aux alentours des 140, 150. Ok ?
Biomérieux, voilà, effectivement, un BIM, alors vous savez que c'est une action que j'aime beaucoup, résiliente, malgré tout, résiliente. Elle était intéressante à voir en journalier, puisque voilà, nous avions à l'époque, souvenez-vous, la cassure ici, de l'oblique baissière, on a fait un pullback un peu exagéré, on est en train de repartir. Moi j'ai des objectifs là-dessus pour aller éventuellement chercher voilà, ce niveau-là aux alentours des 130 et ce niveau-là aux alentours des 140 qui sont les plus hauts là. Donc c'est plutôt pas mal, c'est pas très très propre. Il y a une belle nouvelle résistance qui est en train de se former. Donc voilà, j'efface le plan. Mais ouais, il y a peut-être une structure là aussi qui est en train de se dessiner. Donc à suivre éventuellement, biomérieux. En plus, voilà, c'est décorrélé par rapport au marché. Si vraiment il y a un signal bullish, ça peut être intéressant de le jouer sur le titre, quoi. Carrefour, pareil. Je pense que c'est une action qui peut surperformer dans un marché hésitant. Voilà, d'ailleurs aujourd'hui elle est plutôt verte. Pourquoi? Parce que sur des graphiques mensuels, nous sommes voilà, sur les plus bas ici de 94, 2012, 2018, 2020 et on est revenu ici. On a un mois précédent avec une belle bougie, on va dire un inside bar et belle bougie verte. On est en train de casser l'inside bar mensuel. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, notamment pour aller rejoindre les 14. Et pour investissement, je vous avais proposé cette zone pour investir, la zone des 12,50, avec un renfort potentiel sur la zone des 6. Donc pour moi, oui, Carrefour, effectivement, peut-être à suivre de près, notamment si le marché continue de corriger. FDJ, bon, elle aussi dans la difficulté, bien entendu, donc il y a les deux zones. Voilà, les deux zones. Donc nous sommes évidemment sur la première, il y a la deuxième qui est ici. Donc voilà, en journalier, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc nous, on avait un trade que je vous avais proposé et nous sommes sortis. Donc voilà, le trade il est là. Ben, nous sommes sortis d'ailleurs tout à l'heure, comme ça au moins voilà, les choses sont réglées. Donc voilà, perte de 3,23%. Voilà, je vous montre comme d'habitude, hein, moi je vous montre tout, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Surtout qu'en ce moment, évidemment, c'est moins propice au swing. Mais c'est la réalité du métier, bien entendu. Le tout est de s'exposer moins, je pense, dans les périodes comme celle-ci, c'est tout. Hein. C'est juste ça la diff, donc j'efface un petit peu tout ça. Mais bon, voilà, ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça ne veut pas dire que, ben voilà, il faut juste attendre. Moi, j'ai toujours un fusil à deux coups, hein, c'est-à-dire qu'on tente une première entrée, ça ne fonctionne pas, on sort très vite, et ensuite on attend la deuxième entrée pour peut-être une construction de figure plus importante. Évidemment, si tout ça lâche par le bas, on ira chercher là aussi la deuxième zone qui est la zone des 21 à 23 euros, bien entendu. Morel, de la déception sur le titre, là aussi. On est revenu bas de canal, moins 4 encore aujourd'hui, je vous le mets en hebdo, c'est plus clair en hebdo, moins 4. On est sur la dernière zone de soutien, une zone de soutien très très importante, c'est MM200. Ce qui me gêne, c'est qu'on a quand même cassé le canal par le bas. Donc voilà, on peut avoir un rebond technique pour aller faire le pullback aux alentours des 5, mais derrière, on risque potentiellement une nouvelle attaque pour aller chercher ce niveau-là. Donc voilà, faites attention quand même. Maintenant, voilà, c'est une grosse bougie hebdomadaire rouge, hein, puisque sur la semaine au moment où je vous parle, on abandonne 20%, c'est pas rien. C'est un titre toujours intéressant fondamentalement, mais évidemment, toutes ces annonces-là ont fait extrêmement mal à l'entreprise, donc faut faire attention. Airbus, je vous la montre pour les zones d'investissement. Donc là, qu'est-ce que je vous dis aussi, semaine après semaine, nouveau plus haut historique, on fait gaffe. Et encore une fois, ça s'est révélé, là aussi, tout le monde vous dit, nouveau plus haut historique, c'est là où on fait les meilleurs perfs. Non, c'est pas vrai. C'est là où le marché souvent prend des liquidités pour se retourner. Là encore, c'est la réalité des choses sur Airbus. Potentiellement, là aussi, la MM200 hebdo, donc toute cette zone, alors on verra selon la vitesse de la baisse, hein. Impossible de savoir si ça va faire ça ou si ça va faire plutôt ça. Donc dans les deux cas, c'est plutôt le support oblique qui va faire foi. Éventuellement, ce support horizontal aux alentours des 120 et enfin ce support horizontal aux alentours des 82, 85, quelque chose comme ça, quoi. Ok. Je regarde que j'oublie rien parce que j'en oublie toujours une. Alors, ou j'en oublie une, ou j'en mets deux fois la même dans la liste. Hein. Vous l'avez remarqué. J'ai quelques... je fais quelques saucisses de temps à autre.
Airbus, ensuite on passe à Soitec. Bon, alors Soitec, par contre, on revient dans une zone que j'attendais depuis bien longtemps déjà. C'est cette zone-là. Alors je vais la mettre en mensuel. Voilà. C'est une très belle zone. Première très belle zone. C'est les plus bas ici de novembre 2011, les plus hauts ici de 2012-2013, plus haut ici de 2014, plus bas de 2017, plus bas de 2018, plus bas de 2020, et nous y venons. Donc pour quelqu'un qui croit en la société et qui cherchait une première zone pour investir, effectivement, vous avez cette zone-là qui est pas mal. Voilà, de 38 à 50. La deuxième zone, attention, parce qu'on peut dégueuler, 6 euros à 17 euros. Donc, vous voyez, voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'investir tout de suite. Vous pouvez aussi attendre un signal de retournement journalier, etc. Hein, pour pouvoir commencer à investir. Hein, tellement baissé, Soitec, que vous avez encore de la marge. Hein, d'accord ? Donc prenez votre temps. Je vous montre pas honnêtement, bon trading, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? On peut, voilà, trading, il n'y a rien. Là, on a des chutes. Donc si vous voulez, là, il faut attendre des constructions. Hein. À quoi elles vont ressembler? Est-ce que ça va être des triangles, des machins? Strictement aucune idée là-dessus. Hein. Donc il faut vraiment attendre. ITP, Interparfum, donc elle revient aussi sur un gros... allons, elle va revenir, je l'espère, sur un gros support oblique. Donc qui est le fameux support qui est ici. Donc on l'attend hein, depuis bien longtemps déjà, celui-ci. Donc voilà, hop, hop, voilà. Donc c'est le support entre les... Ah, je nettoie un peu tout ça. Donc ça pour moi on est en train de péter, etc. Bon, ça c'était pour les trading. Donc la zone éventuellement, donc on verra support oblique. Voilà, on verra si la chute continue. La zone des 30 à 33, 34 peut être une belle zone d'opportunité. Pensez à garder un renfort aux alentours des 17 à 21. Voilà, je sais que beaucoup aiment les zones d'investisseurs, beaucoup me le demandent. Donc vous voyez, l'avantage c'est que, comme je le dis souvent, quand le marché baisse, on investit, quand le marché monte, on trade. Ben là, on est plutôt en alerte pour investir. C'est là où il faut vous tracer vos zones. Et c'est là où il faut vous dire, bon ben ok, lorsqu'on arrive là, j'achète, lorsqu'on arrive là, j'achète. Je sais que c'est apprécié, donc j'essaye de le faire. Katana, il y a une zone de long terme aussi dont je vous parle depuis longtemps. Petit à petit, nous allons y arriver, je pense. Donc elle est ici. Voilà. Donc c'est la zone qui se situe entre les 3,40€ et les 3,85€, on va dire. Il y a une deuxième zone beaucoup plus bas, mais on verra également plus tard. Effectivement, pourquoi pas aller chercher voilà, cette zone-là. Donc là aussi, on peut avoir du rebond, venir ici avant éventuellement de repartir à la hausse. D'accord? Donc voilà ce que j'attends sur le titre Katana. Alphen, ça ne veut toujours pas y aller. Là aussi, voilà. On avait pris un trade, nous, ici, à la cassure. Alors, je sais plus si tu avais le salon, si je vous l'avais proposé à vous, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, on avait proposé un achat au-dessus des 13,03 €. Elle était bien partie. Elle est revenue à nouveau tester la résistance et à nouveau un échec, plus MM200. Donc on est sorti en très petit gain, puisqu'on avait monté en stop suiveur, donc on est sorti avec un gain voilà, de même pas 3%. Et derrière, pouf. Là aussi, vous voyez, quand vous sortez pas, regardez derrière un peu. Donc on va revenir toujours la même chose sur le support, il faut qu'il tienne, nous y sommes. Donc là, il faut une réaction sur Alphen, bien entendu. Je nettoie tout ça. Ok. Voilà pour Alphen. Alstom, donc là, alors là, le canal ne tient pas. Donc, souvenez-vous, nous étions ici, je vous ai dit, attention, zone de vente, on va revenir sur l'oblique. Alors, non seulement on est revenu sur l'oblique, mais par contre, il n'y a pas eu de réaction. Donc, ce qu'on attendait, je vous avais dit, c'est une congestion, etc. Elle n'a pas eu lieu. On a tout réintégré. Maintenant, il y a un gros support horizontal qu'il faut absolument tenir pour Alstom. Donc, voilà. Si on tient et qu'on construit, on aura à minima un rebond pour aller faire le pullback. Éventuellement une réintégration, on verra. Mais en tout cas, c'est ce niveau-là qui est hyper important. Donc là, pour les traders, c'est là qu'il faut regarder s'il y a une réaction sur Alstom. Le niveau des 18 à 18,80 € sur le titre. Ok, c'est là que ça doit réagir, hein, absolument. Capgemini, donc on a lâché la zone. Je vous la mets en mensuel. Voilà. Donc pour moi, on va direct chercher la deuxième zone. Donc vous avez dit, première zone, elle est là. Deuxième zone, elle est là. Et il y a même, voilà, pour vraiment ceux qui sont très... Oh, mais je me suis planté. Elle est là. Il y a même ceux qui sont très gourmands. Voilà. Un renfort éventuellement là. D'accord. Donc, mais déjà, les 110, quand même, ce sera pas mal. 110, ce sera pas mal. Et donc, la dernière zone, elle est plutôt aux alentours des 60 à 74. Bon, là, si on va là, c'est que vraiment, ce sera l'apocalypse, je pense, sur les marchés.
Donc voilà, pour trader, pareil, voilà, je ne peux pas vous présenter quelque chose trader parce qu'il n'y a rien. Alors il y a un gap là, etc. Bon, voilà, très bien, mais à part de l'intraday, franchement, je vois pas trop. Je vois pas trop ce qu'on peut espérer. Par contre, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est la MM 200 mois qui est là et qui pourrait remonter. Ce qui veut dire que potentiellement, si on a un rebond technique, on pourrait revenir la tester plus tard. Voilà, c'est des scénarios, c'est pas. Stellantis, qui souffre énormément, Stellantis. C'est la cata. Moins 4 encore aujourd'hui, waouh, ça dépote. Donc voilà, on est en train de revenir sur le support. Incroyable. Franchement, moi, je l'avais notifié, ce support oblique là, mais franchement, je pensais pas qu'on irait, du moins avec autant de violence. Là, je suis très sincère avec vous. Je pensais pas qu'on irait aussi vite sur Stellantis, mais bon, voilà, c'est le cas. Donc, il y a cette zone-là. Après, vous avez également une zone voilà, très importante qui est là, un peu plus bas, entre les 5 euros et les 6 euros. Donc, on verra. Donc, 7 euros, 8 euros et 5 euros, 6 euros. Après, il y a également le plus bas historique, etc. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, il n'y a rien à faire. Trader, c'est la même chose, il n'y a rien à faire. C'est de la chute libre. Donc, pour le moment, de la patience. Ipsos, titre très intéressant également, mais lui aussi qui souffre. Donc voilà, première zone qui était là. Pour le moment, ça bouge pas, mais la grosse zone, elle est là, véritablement. Donc vous voyez, il y a encore un potentiel baissier sur Ipsos. Entre 31 et 34 euros. Donc voilà, on verra. Après, voilà, si vous êtes très gourmand et si vous pensez que le marché va aller beaucoup plus bas et que c'est l'apocalypse, évidemment, vous avez également une zone qui est là entre les 15 euros et les 18 euros. Alors, si Ipsos va là, par contre, c'est clair que ce sera quand même véritablement l'apocalypse. Dassault Systèmes. Alors, DSY, Dassault Systèmes. Alors, elle est assez résiliente malgré tout, hein, Dassault Systèmes. Donc, on a toujours cette zone-là de support. On a surtout le support oblique qui tient toujours. Donc, voilà. Donc, première zone pour investir, mais allez-y tranquille quand même, c'est la zone des 30 euros, on va dire, 30 à 31. Et après, vous avez une deuxième grosse zone qui est la zone des 19 à 22. Voilà. Donc, on verra. Pour le moment, il n'y a pas de réaction, mais il faut bien avouer qu'elle est pour le moment très résiliente. Elior, ben, moi, je l'avais abandonnée parce que je ne la trouvais pas propre. Et puis finalement, après des fausses cassures par le haut, elle a fini par casser par le bas. Donc voilà, fausse cassure en haut, fausse cassure à nouveau. Donc il y avait éventuellement un truc à tenter là, avec la congestion. Mais voilà, derrière, vous sortez sous le pattern et il vaut mieux parce que voilà, là pour le moment, effectivement, c'est une action qui est en grand danger et effectivement, il y a un support là et puis ce support là, il vaut mieux qu'il tienne parce que sinon, il y en a un autre ici. Donc attention sur Elior, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 2,50 €, il faut quand même rester assez vigilant. Dans les titres qui peuvent éventuellement être plus ou moins résilients et plus ou moins intéressants, j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre. C'est Énergie Group. Voilà. Donc vous voyez, on a un titre voilà, qui est plutôt mou, très mou même. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a cassé l'oblique ici. On fait le pullback. Voilà, on fait le pullback. Alors, c'est pas très liquide là, vous voyez, par exemple. Là, on n'est pas sur un titre très liquide. D'ailleurs, ouais, mais il est vraiment 100 000 € échangés en moyenne. Donc vous voyez, très peu liquide. Mais par contre, voilà, peut faire office de titre qui peut éventuellement tenir un peu mieux. On aura potentiellement un signal plus positif si on arrive à clôturer au-dessus de cette oblique ici. Voilà. Si éventuellement, donc on est sur le support oblique, support, et éventuellement ici, si on arrive à repasser au-dessus à s'installer, il faudra regarder s'il y a une congestion. Donc à suivre éventuellement pour les prochaines séances, les prochaines semaines. Théon, bon, on en avait parlé au tout départ, Théon International, souvenez-vous, voilà, à la cassure ici et à la congestion là, quel parcours depuis. Et puis voilà, c'est assez exceptionnel le parcours qu'elle a fait, parce que c'est jusqu'à plus 187%. Donc pour moi, là, elle est extrêmement résiliente, et en plus, je trouve qu'elle est en train de construire un pattern. Donc là aussi, ne pas négliger le fait que si elle construit à nouveau et qu'elle fabrique un nouveau pattern de continuation, on pourra éventuellement tenter quelque chose. D'accord? Comme ça a été le cas précédemment. Le stop sera extrêmement facile, vous mettez le stop sous le pattern et vous jouez la continuation avec un break comme d'habitude, d'une tasse avec Hans, d'un inside bar, ce que vous voulez. Hein. Vous connaissez un petit peu les différentes stratégies. Twax. Alors, Twax, c'est pareil. Alors, c'est pareil, c'est pas très liquide. Hein, Twax. Donc, voilà. Sur du long terme,
pour moi, c'est le moment où il faut réagir, quoi. Parce que là, effectivement, on est sur un plus bas support, 3 fois. Donc voilà, c'est quand même une action qui est en grande difficulté depuis bien longtemps déjà. Il ne faut surtout pas lâcher la zone des 3 euros. Vous lâchez la zone des 3 euros, vous pouvez avoir une nouvelle accélération baissière. Donc tant qu'on tient la zone des 3 euros, l'espoir est permis. Mais attention, surtout de ne pas lâcher, parce que là, vous allez avoir une accélération effectivement baissière. Objectif, si on est haussier, revenir tester l'oblique et éventuellement après construire pour éventuellement démarrer une nouvelle tendance. Voilà. Mais bon, on n'y est pas encore, loin de là. Et donc, on m'a demandé QIAGEN, donc c'est une entreprise, c'est de la pharma de mémoire. Donc, je prends la cotation en Allemagne. Donc, très belle valeur, très belle valeur. C'est une valeur, je vais vous la mettre en hebdo, c'est une valeur qui, effectivement, est une belle tendance haussière. Et en effet, c'est bien vu, on est en effet sur un support oblique. La personne m'a dit, tu verras, on est sur un support oblique. Ben oui, je suis d'accord. Bien tracé. Voilà, donc on est sur un niveau clé. Il faut un signal. Pourquoi pas, alors vous pouvez même faire une stratégie hebdo, hein. Pourquoi pas acheter au-dessus des 37,55 €. L'invalidation potentiellement sous les 34,35 €. Et on visera un retour, un premier objectif, hein, par là. Donc en termes de ratio, ça a l'air très correct. Et après, on verra si on arrive à briser pour aller chercher, pourquoi pas, les 50 € et des bananes. Voilà. Si la stratégie hebdo est un petit peu trop long terme pour vous, moyen terme pour vous, à ce moment-là, vous rentrez dans les unités de temps journalières et vous essayez de trouver une entrée plus courte. Caterpillar, j'ai mis un R de trop d'air. Caterpillar, elle est là. Donc moi, c'est une valeur que j'adore, Caterpillar, mais voilà, là aussi, les excès sont corrigés par des excès et derrière, vous avez une baisse de 27%. Alors, il y a éventuellement, pour vraiment ceux qui sont très agressifs, il y aura éventuellement quelque chose à tenter, MM200 plus le support oblique ici en pointillé. Mais pour les investisseurs, pour moi, ce ne sera pas une opportunité. Donc, éventuellement, plus bas. On verra. Voilà. Si vous êtes extrêmement pressé pour les investisseurs, voilà, cette zone-là, mais pensez à garder des renforts parce que pour moi, on peut encore aller plus bas. Mais ça peut prendre des années. Hein. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'on va faire ça. Je dis que pour moi, et d'ailleurs vous le savez, c'est mon scénario depuis des mois, je pense que sur les États-Unis, on a attaqué des marchés qui vont beaucoup consolider, quoi. C'est-à-dire qu'on peut très bien, pour moi, on peut avoir quelque chose de très similaire à ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. On peut très bien avoir un marché qui va faire pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui va faire du zigzag. Alors comme le graphique n'est pas en log, voilà, c'est pas les mêmes structures, mais voilà, on peut très bien avoir quelque chose qui va mettre du temps avant de repartir. D'accord. Faut bien comprendre ça. Hein. Tout à fait possible. Ok, Palantir. Alors que c'est une valorisation quand même très élevée, elle a malgré tout été plutôt très résiliente, hein, Palantir. Alors elle a beaucoup baissé bien sûr par rapport au plus haut, elle a perdu 38%, mais malgré tout, il faut bien avouer qu'elle a été résiliente. Donc on est sur un support oblique ici, par contre, on a une espèce d'épaule tête à épaule, donc attention quand même de ne pas lâcher notamment la ligne de coup et notamment les 73 $. Par contre, si éventuellement, pour du trading, hein, si éventuellement on brise cette oblique ici en rouge, on peut éventuellement, pour du trading, on peut éventuellement prendre part effectivement au signal avec une invalidation ici pour aller chercher dans un premier temps le niveau des 100 $ et éventuellement le niveau ici des 123 $. Pegasystem, elle est là, donc je connais pas ce titre. Bah, là, je pense qu'on est sur Pegasystem, je pense qu'on est, au début, ou au milieu, ou au début d'une large construction. D'une large construction. Là, on est, pour moi, voilà, là-dessus. Il faut être gourmand là-dessus, parce qu'il faut plutôt essayer de choper les dips. Parce que pour moi, ça va être long encore sur... je peux me tromper, bien entendu. Mais je pense que le scénario, c'est pas celui-là. Je pense que, même s'il peut arriver, je pense plutôt qu'on est en train de s'orienter sur un mouvement beaucoup plus lent qui va durer. Alors ça reste de la tendance haussière de long terme, donc je pense que ça finira de toute manière dans un sens comme dans l'autre vers de la hausse. Je connais pas les fondamentaux, tout ça, il faudrait regarder. Mais en revanche, je pense que voilà,
Alors, on l'a déjà bien corrigé, donc si vous voulez absolument investir parce que vous aimez la société, pourquoi pas. Mais plutôt la zone ici des 50, voire même le support oblique si on est très gourmand. Hein. Voilà. Trading, je zoome pas, ça sert à rien, vu les bougies là. Bon, allez, je zoome. Ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc là, ça ressemble quand même potentiellement à une fin de structure court terme. Donc éventuellement, voilà. Mais cette fin de structure court terme, ça peut être pour faire ceux qui font du wave, etc. Ça peut être un B. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le B et ensuite la nouvelle attaque baissière. Donc là, c'est une fin de structure du mouvement A pour aller chercher un mouvement B, pour aller chercher une continuation avec le mouvement C. Donc si vous êtes capable de trader effectivement la correction, le mouvement correctif ici, pourquoi pas. Mais c'est du trading, pour moi. Pourquoi je l'efface d'ailleurs? Je peux le laisser. Hein. On verra plus tard. Cisco. Alors, Cisco, belle correction aussi hier. Mais là, c'est pareil. Bah, ça fait longtemps qu'on a le mouvement, depuis un paquet d'années. Donc voilà. Donc je vous ai dit à chaque fois, et là pareil, à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut, derrière, regardez la correction. Donc là, opportunité, bah, je vais nettoyer tout ça maintenant, ça ne sert plus à rien. Voilà, hop, je nettoie tout ça. Donc opportunité uniquement si on revient à proximité, pour moi, du support oblique dans un premier temps, pas avant. Pensez à garder un renfort au cas où tout part en cacahuète, on ne sait jamais. Mais globalement, je m'attends plutôt, le scénario principal, on va dire principal, c'est plutôt celui-ci qu'autre chose. Donc, éventuellement, opportunité si on revient dans cette zone-là. Apple, pareil, hein, toutes ces bigs, je vous l'avais dit, hein, soyez patients, parce qu'il y a encore du potentiel de baisse. Et Apple, regardez ce qu'on avait dit ici, à la fin de l'année dernière, on avait dit, ici, on fait attention, il y aura certainement un robot technique, mais vous aurez derrière une nouvelle attaque, regardez ce qu'a fait le marché. C'est pas de deviner, hein, c'est juste que ce sont des comportements qu'on a l'habitude de voir. C'est pas de deviner, c'est pas possible de prédire, mais c'est des comportements qu'on a l'habitude de voir. Et donc, je vous avais dit, pas avant la première zone, la zone des sous les 200 $, et on a fait le plus bas hier à 201, vous voyez. Donc cette première zone, pourquoi pas, mais encore une fois, gardez du cash, on ne sait jamais, si on va notamment sous les 170 $ dans une deuxième zone. Mais déjà, celle-là, ça fait longtemps qu'on l'attend, et là, pour le coup, ça fait quand même une baisse de 25%, c'est pas mal déjà, Nike, pour moi, on est dans la première zone que j'attendais, donc en plus hier, elle a bien corrigé, elle a perdu 14%, donc belle zone, voilà, après, j'efface un peu tout ça, fait un petit peu de... Je vais mettre en mensuel, non. J'avais mis en mensuel. Voilà, en mensuel, c'est quand même beaucoup plus propre. Hein. Donc voilà, on est dans la zone. Voilà, pour moi, on est dans la zone. Alors, c'est 60 $, on va dire, on est à 56. La zone des 60 $. Alors, encore une fois, c'est des zones. Donc, si vous le pouvez, si le portefeuille le permet, accumuler petit à petit dans les zones aussi. Diviser la zone en sous-zones. Et après, vous avez également une autre zone. Donc là, je l'avais mal tracé pour le coup. On peut même aller un petit peu plus, de manière un petit peu plus large. Voilà, entre la zone des 21 et la zone des 33. Voilà. Première zone ici, deuxième zone là. Franchement, 40, 60, 50, 50, ça c'est à vous de voir après. Bon, voilà. Nvidia, pareil, Nvidia. Moi, ça fait longtemps, je vous dis, j'attends d'aller sous 100. On a fait 101 hier, et là, voilà, on suit parfaitement tout ce qui a été dit depuis le début, c'est-à-dire du zigzag pour aller chercher toute cette zone-là. Je n'ai pas changé mon avis, donc entre 90 et 100, c'est la zone, elle est là. Et je vous parle également de la moyenne mobile ici à 200 semaines, voilà, qui je pense va monter petit à petit. Donc là aussi, bien comprendre qu'on peut avoir, d'ailleurs je pense qu'elle va continuer de monter, puisque on a une belle accélération là. Donc on peut avoir quelque chose qui va faire du rebond, aller chercher la moyenne mobile ici avant de repartir. Ne pas omettre que Nvidia c'est toujours haussier, hein, d'accord? On n'a même pas touché encore le bas de canal, donc c'est toujours un titre très haussier avec des fondamentaux merveilleux. Simplement, la valorisation à 150 $ n'est pas la même qu'à 90. Là aussi, c'est toujours extrêmement important. Le titre à suivre, alors là ça a été compliqué, évidemment, je vous le dis tout de suite. Virbac. Donc Virbac, éventuellement, voilà, vous avez une zone, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut surveiller. On a un beau support oblique. Donc voilà, beau support oblique. Alors c'est pas l'action la plus propre, vous voyez, elle est assez erratique. Mais voilà, je trouve que pour le moment elle est assez résiliente. On a une sorte de fin de structure qui est en train de se dessiner. Donc là-dedans, si vous voyez effectivement une congestion, une cassure, on peut tenter.
quelque chose qui est un petit peu plus intéressant. On termine par le screener Trend Following. Donc le screener Trend Following, voilà, bon, alors là, hein, bien sûr quand les marchés baissent, malgré tout, même si vous avez des actions résilientes là-dedans, eh bien malgré tout, vous avez quand même, bien sûr, toutes les valeurs qui en souffrent, hein. Bon, malgré tout, vous avez encore du Danone qu'on a vu, hein, dans la vidéo, mais voilà, c'est quand même bien compliqué. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que ce sont souvent ces valeurs-là qui repartent en premier aussi. Donc n'oubliez pas, bien sûr, de regarder ces zones-là, parce que ce sont des valeurs qui, pour la plupart, sont toujours, pas pour la plupart, pour la totalité, sont toujours en trend. Donc, potentiellement, on revient également sur des zones de repli majeur. Je vous rappelle que le code de ce screener est disponible dans l'espace membre, donc sur le site lepodcastdelabourse.fr. Voilà, j'ai pris du temps dans cette vidéo parce que c'était important. Je sais que c'est toujours quand les marchés baissent que voilà, beaucoup disparaissent. Moi je me cache pas et c'est un plaisir de vous accompagner aussi dans la difficulté. Voilà, je le répète, beaucoup de calme, pas besoin d'être agressif ni avec votre entourage ni sur les réseaux. De toute façon, ces moments-là sont aussi des opportunités pour les investisseurs. Et donc, j'espère en effet que nous aurons encore de belles opportunités à venir, mais je me fais pas trop, j'ai pas trop de doutes là-dessus. On se retrouve bien entendu vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite bien sûr un bon week-end. Profitez-en pour vous reposer, pour vous aérer, pour vous faire du bien un petit peu au cerveau. Et bien sûr, pour profiter de vos proches qui sont dans ces moments-là, plus que jamais importants aussi. Donc, faites attention à eux. Bis, bon week-end, à plus, ciao.